sur 256, mais j'avoue que je ne sais pas vérifier à détail près. En tout cas, c'est entre. Ouais, c'est pas loin. Bon, ça allait, c'était. Bon, toi, tu connais bien, c'est pas du Je jeu. t'ai fait une petite photo Non. avec un slide Ça, c'est à lire à tête reposée. Celui où tu as toute la table avec tous les les. calculs de bucket count. Non, non, ça allait. Non, mais tu sais, quand j'ai creusé un peu les trucs, j'ai trouvé des trucs intéressants. Par exemple, les limitations, enfin, La les taille, calculs des tailles de la, CFP. la taille, je les avais en fait. Alors, je ne sais pas si c'était quand on était en méta qui nous les avait filés. Et moi, mais j'étais en fait, du coup, j'avais même pas vérifié. Et c'est la semaine dernière où je suis retombé dessus en faisant la démo à un client. Je me suis dit, putain, on passe à 28, il faut que 16 mégas. Je comprends pas pourquoi. Et en fait, c'est tout simplement lié à la VM. Voilà. Parce que quand je faisais les premières VM, j'étais sur un truc où j'avais 48 Go de RAM. Et la semaine dernière, sur mon portable, ben Et non, t'avais j'avais mis pas. 16 ou je sais pas quoi. Ah Et non, puis, sur mon portable, j'étais à 8. ouais, c'est ça. Donc ça limite un peu Non, plus. non, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que tu ne penses pas ça obligatoirement. Hein? Merci. Une bonne chose de sortie. Bon, bah, je te laisse les installer. Merci. Là, ça marche nickel. Donc on est là avant. Tu vas mettre de l'autre côté alors. Allons-y. Ok, vous avez un PC ou deux PC? Allons-y. Ça marche. Ouais, c'est un data portatif. D'autres sont en portatif. Donc, oui, donc. Non, ça ressemble aux machines à mémoire de l'époque. Ah ouais, Le truc. un cluster portatif. Le truc cool. Par contre, il n'y a pas de sortie vidéo. Si, à l'arrière. Bon, bah bon, ils ont même de la place pour mettre la sortie vidéo à l'arrière. Énorme. Ah, tu peux même avoir le HDMI, ce qui nous permet d'avoir trois écrans comme ça. Attends. Non. C'est ça la bombe. Récupérer le mien. Il n'y a pas un téléphone qui te fait le parler? Il est comment? C'est 820. C'est celui-là, mais. Oui, t'es ingénieur, t'étais ici. Depuis ce temps-là, quelqu'un? Ah bah peut-être, après je sais pas. Maintenant, tu peux aller à l'accueil. Ouais, il est en plus trop tard. C'est lui dans le doc, c'est bon? Normalement, il est sur Lyon. Vitesse studio. Ah, sous ta session? Ouais. Il ne pas pour se relever, j'avoue. Ah, ça, c'était pas pour nous. Je vais demander plus tard. Comment on va pas lui mettre le nom sur la session? Pourtant, je l'avais lancé un peu. Oui, mais sous je ta l'avais session. lancé sur ma session. Et là, c'est C'est le moratoire.
un bâtiment, je suis. Donc, c'est où l'endroit Je vais demander, mais le moins froid, c'est. En fait, vous voyez, vous avez des bouches là-haut, Ouais. le moins froid, c'est à côté de la dame là qui regarde son téléphone, je pense. Ok, Par là. ça marche. Là, on aurait vendu un fortifié. Elle marche. Oui, oui. Donc là, je marche. Hein. On est d'accord. Je relance le contrôle juste pour voir. Attention. D'accord. Vous êtes en mode détendu, ça c'est pas grave. Windows. Vous faites des démos? Oui. Ah, ça marche pas. Non, non, mais c'est pas grave. Au pire, je le mettrai en. Je retirerai de. Vous le faites tout de suite? J'avais des petits trucs pour moi en fait. C'est pas grave. J'avais des petits anti-sèches. Si vous faites des démos, c'est votre côté, c'est grave. Voilà. Vous anticipez, vous mettez votre petit PC à côté et vous suivez. Voilà. C'est bon? Que je reprenne. Si je comprends. Moi, je change rien. Et moi, je le prends l'argent en 1900. La carte graphique. Non, mais regardez, j'ai un truc bizarre. J'ai une mise à jour qui a été faite, j'ai pas de driver qui est là. Ça fait bizarre parce que je devrais avoir le driver, mais quand je fais avancer, je vois, je sais pas pourquoi il est cherché là-dedans. Et là, j'ai un truc bizarre. Oui, oui. 1920. Je fais ça. C'est comme ça, hein. Ça ne changera pas grand-chose que ce soit après. Mais tout à l'heure, il marchait. C'était peut-être un peu, je pense que. Je vous laisse rester. Ouais. Je dois le relever. Malheureusement, il faut que je parte. Non, il n'y a pas de problème. On va. Merci. Côté, on fait Vous avez des micro-cravates? Ah oui, c'est ça. Toi, tu veux prendre celui-là là Comment j'en prends? Je sais pas. Je Micro sais pas. cravate? Oui, je fais ça pour le badge. C'est pour venir aussi? Allô, allô? Ok. Vas-y. Oui.
Bonsoir, merci d'être venu à cette dernière session des Journées SQL Server 2014 à comment réaliser et administrer un portail BI avec SharePoint, SQL Server et Excel. Donc, je me présente, Julien Pierre, je suis consultant BI décisionnel dans la société MC Next. Et donc, Loman Dufour, où je m'occupe des parties infrastructure et cloud computing, également chez MC Next. Pour faire simple, MC Next est une société créée en 2007, pure player Microsoft, qui compte 200 collaborateurs répartis sur 5 pôles de compétences, donc SharePoint et BI, .NET, BizTalk et CRM, et donc sur Paris, Lyon et Genève. Les sponsors, vous les avez mis ? On ne les a pas masqués pourtant. Non. On les remettra à la fin. Donc pour cette session, nous allons tout d'abord vous présenter le contexte, donc le pourquoi en fait un portail BI, l'intérêt donc de mettre ces informations dans SharePoint. Nous vous détaillerons ensuite l'architecture que nous avons utilisée et on rentrera ensuite dans les détails pour tout ce qui est installation du portail SharePoint et ensuite la partie configuration des différentes briques BI et mise en œuvre de ce portail. Donc, pour présenter un petit peu le contexte, aujourd'hui on s'aperçoit qu'on a de plus en plus, nous allons faire face à une augmentation des données, des sources de données. Par exemple, avec le web, les médias, les différentes sources de données qui peuvent arriver, les téléphones mobiles. Et aujourd'hui, avec ces différentes sources de données qui arrivent rapidement dans nos portails, on doit avoir des décisions toujours plus rapides à avoir. Et on doit s'adapter à l'évolution constante des métiers. Avant, par exemple, quand on devait aller vérifier les prix de la concurrence pour un hypermarché, on se déplaçait chez le concurrent et on allait vérifier les prix. Aujourd'hui, on va sur des comparateurs de prix, par exemple sur Internet, et on doit s'adapter toujours de plus en plus vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit s'adapter vite et on doit créer un portail BI. Le portail BI va permettre d'accéder rapidement aux données, d'être indépendant par rapport aux outils métiers. On doit décorréler en fait, on doit avoir une interface qui est complètement à part des données transactionnelles, on doit s'écarter des données transactionnelles, on doit avoir un portail qui est complètement étanche et on doit pouvoir mettre à disposition rapidement des tableaux de bord aux différents acteurs. Ce qui nous pousse vraiment à mettre en place ce portail, c'est de rendre disponible l'information très rapidement, très rapidement, et permettre aux différents acteurs de communiquer. Une communication ascendante et une communication descendante. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'automobile, un vendeur va pouvoir remonter l'information pour dire que un véhicule électrique ne convient pas, certains types de véhicules électriques ne conviennent pas à certains clients parce qu'ils ne répondent pas vraiment à leurs besoins. Et grâce à ce portail, en fait, on va pouvoir communiquer sur les chiffres. Et inversement, la direction, elle, va pouvoir mettre en œuvre certains portails, certains projets pour pouvoir s'adapter aux clients. On aura aussi un accès web personnalisé et un seul puits d'information. Du coup, ça va permettre d'être le centre de l'information pour communiquer. C'est le point important. Et Microsoft a créé un portail, SharePoint, qui permet de centraliser le contenu BI et où on peut accéder de n'importe où. Il permet de partager un contenu et d'analyser les différentes données. Et en plus, c'est un outil qu'on retrouve pour l'ensemble du SI, pour tout ce qui est documents, espace projet ou autre. On le retrouve généralement. C'est déjà un outil sur lequel on peut s'appuyer. C'est vraiment un outil qui est utilisé fréquemment. Il va très bien dans un portail d'entreprise, il s'adapte aux interfaces et il permet de centraliser l'administration et de diminuer les coûts de développement parce qu'on va mettre par exemple en place des rapports avec certains filtres qui vont s'adapter aux besoins des clients. Typiquement, un filtre, on va reprendre le cas d'automobiles, on va pouvoir analyser directement les données d'une concession. Après, la direction régionale va pouvoir analyser les données de sa région et la direction générale va pouvoir analyser les données de l'ensemble de la France, par exemple, ou du monde. Tout ça à partir du même rapport, mais juste qui sera filtré par rapport aux accès et par rapport aux données. Par rapport aux habilitations. En plus, grâce à SharePoint, on peut faire des recherches par mots-clés. On ne va pas forcément le voir ici dans ce contexte, mais c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place. Pour reprendre un petit peu la brique BI de SharePoint,
là aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux parties. Une première partie qui est le site web collaboratif et la partie vraiment décisionnelle avec des services qui sont vraiment importants pour créer un portail BI, Performance Point, Excel Services et Visio. Ce sont SQL Server, Reporting Services et Power Pivot. Ce sont les services qui vont vraiment nous servir pour créer notre portail. Si on peut voir un petit peu comment vont travailler les données, de bas en haut, en fait, on va d'abord récupérer les données via des connecteurs, on va les mettre en place dans un dataware sur SQL Server, on va les analyser, on va créer des rapports et on va ensuite les mettre dans SharePoint, qui va être notre portail. Pour regarder un petit peu ce qui existe du coup chez Microsoft, les outils qu'on va utiliser pour intégrer, on a SSIS, DQS, SSAS pour la partie analyse, SSRS et SQL Géospatial pour faire la visualisation, pour créer nos rapports, et ensuite on va déplacer tout ça dans SharePoint. Il faut savoir que maintenant on a une nouvelle version qui existe avec Office 365, c'est Power Query qui va permettre de faire l'intégration des données, Power Pivot qui va permettre de faire l'analyse, la visualisation va pouvoir être faite avec Power View et Power Map, et Power BI va être mis directement dans SharePoint Online. On a après un autre outil qui est un outil de recherche dont on a déjà entendu parler, c'est Power Q&A. C'est bien, maintenant on a vu tout ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà depuis un moment, on vous les a répétées plusieurs fois, mais c'est toujours bien de remettre un petit peu en contexte à quoi correspond un portail BI et à quoi il va servir. Et maintenant, la question qu'on se pose souvent, nous on a des pôles différents, c'est comment on l'installe, comment on le configure et comment on l'administre. On s'est bien rendu compte qu'on avait des difficultés pour trouver des personnes qui créent ce portail de bout en bout. Et c'est l'objectif de cette session, c'est un petit peu une boîte noire. Surtout effectivement quand on n'est pas spécialisé SharePoint, ce genre de plateforme n'est pas forcément, en tout cas peut paraître pas forcément très évidente à mettre en œuvre. Donc en fait, dans un premier temps, on va dérouler quelques slides sur la partie, je dirais, Active Directory et SharePoint, et on rentrera plus dans le détail avec une démonstration sur les parties vraiment purement BI, ce qui nous intéresse quand même principalement aujourd'hui. Alors juste quand même pour resituer un petit peu, donc globalement un SharePoint, pour fonctionner, on va déjà se reposer sur un ou plusieurs contrôleurs de domaine. On va avoir des bases de données pour la partie purement SharePoint, et après la ferme SharePoint en tant que telle qui va être composée d'un certain nombre de frontaux web, donc en fonction des besoins, du nombre d'utilisateurs, etc. Certains serveurs qui vont potentiellement être dédiés à la partie, ce qu'on appelle applicative, et d'autres plutôt pour la partie recherche. Donc ça, c'est le type de ferme assez classique. Nous, pour cette démonstration, en fait, on a choisi de faire simplement deux VM, une pour la partie contrôleur de domaine, et une seconde qui va regrouper à la fois la partie base de données, donc tant la partie base de données liée à SharePoint que notre partie BI, et le moteur, l'applicatif SharePoint en tant que tel. Donc ces deux VM vont tourner sur du Windows Server 2012 R2, puisqu'en fait SharePoint 2013 via le SP1 supporte désormais 2012 R2. Et pour la partie base de données, on a choisi, tant qu'à faire étant en journée SQL Server, autant prendre la dernière version, on a choisi d'utiliser du SQL Server 2014, qui lui est supporté depuis le cumulative update d'avril. Donc les grandes étapes, ça va être effectivement configurer le contrôleur de domaine et créer les comptes qui vont être nécessaires pour la partie installation et administration de SharePoint. Donc ça, on ne rentre pas dans le détail, on va considérer que c'est quelque chose d'acquis. On installe ensuite une instance SQL Server 2014 qui, elle, va être dédiée au SharePoint 2013. On passera ensuite à l'installation du SharePoint en tant que tel et donc la partie des briques BI. Donc quand même quelques points à prendre en compte pour la partie configuration de l'instance SQL dédiée à SharePoint. C'est donc le type de collation. On prend celle qui est spécifiée par Microsoft sur TechNet de façon à ne pas avoir de mauvaises surprises. Et il faut bien penser à désactiver le parallélisme puisque c'est quelque chose qui est déjà géré par SharePoint. Donc on n'en a pas besoin côté SQL et ça nous poserait plus de problèmes qu'autre chose. Voilà, c'est vraiment le problème. C'est que si on met le parallélisme, on risque d'avoir des gros soucis. Ça n'a pas totalement fonctionné comme prévu. Donc voilà pour l'instance dédiée à SharePoint et on aura ensuite trois autres instances qui, elles, correspondent vraiment à nos besoins BI. Donc une instance pour la partie… cette démo. Hein. Dans cette démo, tout à fait. Après, ça peut dépendre des différents besoins. Là, l'idée, c'était vraiment de faire un panel assez large sur les fonctionnalités BI. Donc une première instance pour la partie Data Warehouse,
une seconde pour la partie Power Pivot qui va être dédiée à SharePoint, et une troisième sur la partie SSAS, donc pour tout ce qui va être multidimensionnel et tabulaire. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir le strict minimum pour l'instance SharePoint. Donc simplement la partie moteur de base de données, l'agent et le browser. Donc là on a choisi pour cette démonstration d'utiliser un même compte pour l'ensemble, ce qui n'est pas forcément en production une grande idée. Ce qui se fait de mieux, oui, normalement on met un compte par instance. Voilà, mais là pour la démo on a fait le minimum. Voilà. Par contre on a activé que les services nécessaires pour l'instance SharePoint. Tout à fait. C'est-à-dire le service SQL, l'agent SQL et le browser. Donc ensuite, on a bien évidemment pour la partie base de données fait quand même un minimum de configuration. Oui. Donc notamment pour la partie TomeDB, le fait de spécifier 1 giga pour éviter tous les problèmes d'IO. 512 pour la partie des logs et surtout des partitions distinctes. C'est les best practices. Il faut vraiment sizer au départ pour éviter qu'on ait trop de taille après, et surtout éviter l'autogros pour éviter que si jamais notre TomeDB dépasse, on ait au moins des messages d'alerte pour comprendre pourquoi on a ces messages d'alerte. Et pas saturer aussi la partition liée aux data. Exactement. Donc bon, ça c'est du classique, on va dire, pour le SQL. Et maintenant, si on s'intéresse à ce qui généralement pose quand même le plus de problèmes, c'est-à-dire configurer le SharePoint, la première étape, ça va déjà être d'avoir les bons binaires. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, 2012 R2 n'est supporté que depuis le SP1. Bon, ça, on peut trouver éventuellement une ISO avec le SP1 intégré, ça ne pose pas trop de soucis. Par contre, il faut également avoir le bon cumulative update. Donc plutôt que de s'enquiquiner à créer le binaire à la main avec un résultat plus ou moins aléatoire. Je crois que c'était facile l'installation de SharePoint. Ça, c'est sur le papier. Ah, pardon. Donc, en fait, on a un très bon outil qui est disponible sur Codeplex qui s'appelle AutoSP Source Builder, qui va en fait vous analyser l'ISO que vous avez monté, donc soit du SharePoint 2010 ou 2013, et qui, à partir de là, va en fait vous permettre de récupérer le cumulative update de votre choix. Donc, l'idée, ça va être en PowerShell. On choisit le cumulative update qui nous intéresse. L'outil télécharge directement depuis le site Microsoft les bons fichiers, les décompresse et les intègre directement dans le dossier d'update. T'as rien à faire alors? J'ai téléchargé l'outil, puis j'ai tapé une ligne de PowerShell, ça me va bien. Ah bah c'est bien. Donc une fois qu'on a notre programme d'installation, il va falloir commencer aussi par installer les prérequis. Ça peut être pas mal. Donc là aussi, on a un petit outil en PowerShell alors, qui lui est disponible sur TechNet, qui va, via 3 commandes différentes, nous installer automatiquement les rôles et fonctionnalités nécessaires pour SharePoint 2013, télécharger les prérequis qui ne sont pas directement dans le système d'exploitation et les installer. Donc là, pareil, j'en suis à 4 lignes de PowerShell. C'est encore difficile. Et un petit temps d'attente, c'est pour ça qu'on ne vous le fait pas en démo, mais bon, il n'y a pas une grande complexité. Pourrait l'installer. Quelqu'un qui fait que de la BI pourrait l'installer, oui. Et là où ça commence à se corser, c'est la partie installation en tant que telle. Alors, dans notre exemple, on a une simple VM où on met tous les rôles dessus. Donc là, pour faire simple, on a pris le setup et puis on a fait next, next, next et ensuite la console d'administration. Quand on a une vraie ferme avec plusieurs frontaux, plusieurs applicatifs, etc., là, c'est quand même franchement plus compliqué. Donc là aussi, on a un excellent outil qui s'appelle AutoSP Installer, qui peut être couplé à un outil en interface graphique. Donc les deux sont accessibles sur Codeplex. Et en fait, on a un certain nombre d'onglets avec pas mal de champs, je dirais quelques centaines de champs dans lesquels on va remplir en fait toutes les informations. Donc les comptes de service qu'on va utiliser, le nom des serveurs, les différents rôles que l'on souhaite activer, les URL des sites pour les My Sites, la partie recherche, etc. Et en fait, tout ça, ça va nous générer un fichier XML qu'on va pouvoir ensuite déployer sur les différents serveurs qui vont composer notre ferme. Donc, ce qui permet quand même d'éviter de louper l'installation d'une ferme SharePoint et de perdre énormément de temps. Ah bon, on perd du temps quand on installe une ferme si on se loupe? Un petit peu. Voilà. Du vécu. C'est du vécu, oui. Bon, après, on a l'avantage de la virtualisation, on peut toujours recommencer. Donc, voilà pour les grandes étapes d'installation. Donc quand même un prérequis avant de lancer l'install, c'est donner les bons droits au compte. Donc globalement, on va avoir un compte de ferme et un compte d'administration pour la partie install. Donc là, simplement, le fait d'avoir le droit de créer des bases de données et d'être security admin va suffire. On n'a pas besoin de donner des droits de sysadmin. On va éviter d'être sysadmin, voilà, c'est ça. Moins on a de droits, mieux on se porte.
C'est surtout pour éviter les attaques et puis pouvoir éviter qu'on ait trop de droits sur le compte. Tout à fait. Voilà donc les grandes étapes d'installation, bon, qui ne présentent pas forcément un intérêt fulgurant, d'où le fait de l'avoir fait uniquement en slide. Et donc maintenant, tu vas nous expliquer comment on met en œuvre la partie purement portail BI, puisque là, globalement, on a un site SharePoint, une centrale admin, et puis c'est tout pour l'instant. Je vais essayer. Donc, pour mettre en œuvre notre portail, on va avoir besoin, j'ai fait une petite liste au Père Noël, ça tombe bien, on y arrive bientôt. On a besoin de créer, d'abord de configurer Power Pivot pour SharePoint, parce que quand on a installé notre instance Power Pivot, notre instance Power Pivot, ouais, on doit configurer cette instance pour qu'elle puisse communiquer avec SharePoint. Ensuite, on va activer les différents services nécessaires pour créer notre portail et on va les appeler via des web apps pour pouvoir créer enfin notre portail. Une fois que notre portail va être créé, on va créer vraiment notre site et on va intégrer nos différents projets qu'on aura créés. Donc là, pour le besoin, on a déjà des petits exemples qui ont été mis en place. On va faire un petit focus rapide parce que faire l'installation aurait été trop longue. Si on fait l'installation de bout en bout, on en aurait pour quelques heures. Voilà l'outil de configuration Power Pivot. Il faut renseigner les bonnes informations. Derrière, on va pouvoir communiquer très rapidement avec Power Pivot et ça va être assez rapide à mettre en place. Derrière, on a utilisé le Configuration Wizard pour activer nos services. Normalement, dans la vraie vie, il faudrait créer chaque service avec les bons services qui sont créés derrière dans l'Active Directory. Mais dedans, on va bien mettre les bons services dont on a besoin, donc à savoir Visio, Performance Point et Power Pivot. Et puis, on va aussi appeler le Secure Store Service, dont on verra un petit peu tout à l'heure le besoin. Et on va créer nos apps. Donc, bon, je pense que là, ça y est, je vous ai un petit peu endormi. Je vais essayer de vous réveiller. On va faire une petite démo. Ça va aller mieux parce que vous attendez tous ça. Donc, on va y aller. Donc là, on arrive sur un portail qui est vide. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Et dedans, voilà, j'ai fait ma petite liste au Père Noël et quand je l'ai configuré, voilà, j'ai été dans l'administration, dans la centrale admin, j'ai bien mis mon Excel Services, j'ai bien mis mon Performance Point, mon Secure Store Service, SQL Server Reporting Application et mon Visio Graphic Services. Tout ceci est bien configuré. J'ai mon portail que je veux avoir, ce qu'on va vouloir créer en fait à la fin. C'est un portail comme ça, similaire. Ça représente un peu celui de Franck Mercier que nous avait fait l'année dernière. Franck, si tu nous regardes. Voilà. Et donc, on va vouloir créer ce portail-là. C'est un petit peu l'objectif du portail qu'on va faire maintenant. Pour ça, en fait, on va dans Site Content et on va ajouter les différentes apps nécessaires. Donc, dedans, je vais avoir besoin d'une Promoted Link qui va me permettre de créer mes différents liens. J'ai mis mes moufles, excusez-moi. Voilà. Derrière, on va avoir besoin d'une app Power Pivot. Je l'ajoute. Derrière, on va ajouter une librairie de rapport qu'on va appeler SSRS. Et on va ajouter une app Performance Point. Voilà, là nous avons ajouté nos différentes apps, mais pour l'instant, on n'a rien vraiment dans notre portail. Donc on va ajouter nos différents exemples. Là, on s'est créé déjà des exemples. Donc j'ajoute un Excel sur lequel on va se connecter. Il s'est bien ouvert avec Excel Services depuis notre portail. Dedans, on va vérifier que tout fonctionne. On va mettre à jour les données. Les données se mettent bien à jour. Notre Excel fonctionne bien. Notre rapport fonctionne bien. On est content. Ça a l'air de fonctionner correctement. On retourne sur notre portail. On va ajouter un petit Visio. Un petit Visio, ouais, ça peut être pas mal. Ça changera les traditionnels Excel? Ah oui, ça change un petit peu quand même. On le teste. On rafraîchit les données, ça fonctionne. Pareil, il est connecté.
Derrière, on va avoir besoin de documents SSRS, qu'est-ce que tu en penses? Un petit rapport, ça peut être pas mal. Donc, on va rajouter celui-là, par exemple. Hop. On va modifier la chaîne de connexion pour être sûr qu'il va bien se connecter. Hop. J'ai ma chaîne de connexion, c'était préparé. Ça évitera les erreurs de saisie. Ça évite les erreurs de saisie, et puis comme vous étiez en train de vous endormir, ça vous permet de suivre. Ensuite, on va rajouter un autre rapport qui, lui, va appeler une source de données tabulaire. On va vérifier. Hop, on modifie la source de données. On teste la connexion, ça fonctionne. On va tester nos rapports. Nos rapports fonctionnent. Celui-là aussi. Donc là, déjà, on a rajouté ces deux rapports. Là, on va essayer de rajouter un exemple Power Pivot. Donc on va se connecter à un fichier qu'on a créé sur Power Pivot. On l'ajoute. On se connecte. Il nous appelle Excel Services. Ça fonctionne bien. On a notre Power Map à l'intérieur. Et derrière, on va aller vérifier, voir si notre source de données est bien sur SQL Server côté Power Pivot. Ouais. Et là, ça mouline parce qu'on n'a pas branché l'Internet à l'arrière. Je pense que c'est pour ça que tu n'as pas la carte. Et là, on voit bien que notre source a bien été créée. Ah oui, la carte ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas Internet. Donc notre Power View ne marche pas. Donc là, nous avons bien nos sources de données, on a bien nos différents rapports. Il nous manque un performance point. On va le créer. Donc il faut savoir que performance point, en fait, c'est un outil qui est sur SharePoint qui permet de créer des rapports depuis SharePoint, mais sans outil extérieur, qui est complètement décorrélé du reste et qui ne va pas créer de rapport. Enfin, on va pas, à la différence de SSRS, on va avoir un client lourd qui va nous permettre de créer par exemple des rapports, ou Excel qui va être en lourd, ou Visio qui va être en lourd. Performance Point est intégré complètement dans SharePoint et va nous permettre de créer des rapports. Donc là, bienvenue au tuto comment créer un rapport sur Performance Point. On va le créer en direct. Non, je rigole. On a préparé les exemples, un exemple, et on va voir comment le déployer sur notre serveur. Hop. Voilà l'exemple. Donc l'exemple appelle une source de données. Cette donnée, elle est là. Derrière, elle appelle des sous-rapports et des filtres. Et là, on a notre rapport. Donc on va le déployer sur notre site. Et voilà. Là, on l'a. Donc là, on peut jouer un petit peu avec. On peut voir un petit peu comment ça fonctionne. Ça marche très bien. Donc, on a à peu près tout pour créer notre rapport. Il nous manque juste les liens. On va avoir une page un petit peu plus agréable, effectivement. Bah oui, parce que là, tout est chargé, mais si on va... aller à la page aux infos, c'est pas forcément terrible. On n'a rien du tout. Donc là, on va modifier les liens utiles et on va ajouter les différents rapports. Voilà. Donc là, par exemple, je vais créer un lien vers SSRS. J'ai déjà préparé mes petites images. Je les ajoute. Donc là, en gros, à chaque fois, tu nous donnes donc le titre de la tuile, l'image qu'on va avoir en arrière-plan et le chemin d'accès du fichier, c'est ça? C'est ça. Là, je le renvoie vers le portail où est hébergé SSRS. Power Pivot, pareil. Hop. Je vais chercher ma petite image.
Derrière, on va avoir besoin de performance point. Hop, je mets le lien directement vers le rapport qu'on a créé. Là, hop, il est là. J'appelle la petite image et derrière, il va nous manquer Visio. Hop, petite image. On va chercher le lien sur Visio. Hop, on ramène le lien. Et là, on va créer le dernier Excel Services. Je crois qu'on a à peu près tout là. Normalement, oui. On va vérifier si ça marche. C'est la dernière session. Hop, on va vérifier. C'est magique, je crois que ça fonctionne. Quand je clique, j'ai bien accès à mes différents documents. Quand on appelle, voilà, hop, on a accès à nos différents documents. Et là, on a bien accès au rapport. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. On peut faire un portail en 5 minutes, en fait. Bon, là, on était un peu outillé. On a menti. On a un peu outillé. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça. Ça se fait. À retenir, donc. Il faut configurer d'abord, pour arriver à faire ce portail, il faut configurer d'abord les services nécessaires. Excel Services, Performance Point et Visio. C'est les trois services importants. Il faut ajouter les différentes apps nécessaires et s'assurer qu'elles sont apparentes. Ce qu'on ne vous a pas forcément montré là, c'est que des fois, elles sont un peu cachées dans les features du site, dans les différents services. Il faut bien veiller à ce que tout soit activé, tout fonctionne, tout soit bien paramétré. Et activer aussi à l'échelle du site, puisque là, on va avoir l'activation des différents services à l'échelle du serveur en lui-même, plus le site qui potentiellement n'active pas telle ou telle brique. Voilà. Derrière, on a ajouté les différents contenus et on l'a rendu disponible sur le portail. Oui. Et donc là, par contre, pour ce qui est rendu disponible, on ne s'est pas occupé des droits pour l'instant. Non, mais là, je vais te laisser reprendre la main dessus pour les droits. Il y a aussi une autre partie qui est très importante, voilà, c'est la sécurité. Tout à l'heure, je vous ai un petit peu évoqué une partie qui s'appelle le Secure Store Service. C'est quoi? C'est le coffre-fort SharePoint qui va permettre de s'authentifier. On a 3 modes d'authentification qui existent derrière. C'est soit par rapport à l'user qui est connecté, soit en mode credential, on va utiliser un autre user depuis le Secure Store Service, où on va utiliser un compte de service pour se connecter. Savoir qu'on va se connecter sur le portail avec un utilisateur, et derrière, on va utiliser un autre utilisateur pour se connecter à la base de données. Après, pour les configurations du portail. Après, du portail SharePoint, ça va être les grands classiques, comme on donne les droits sur une doclib ou autre. On va aller directement dans les settings du site, et puis on crée nos groupes, et on donne les habilitations dessus. Ce qui fait qu'on a vraiment la double protection. On n'accède pas à certaines informations, et puis après, on filtre les accès en fonction de la partie SQL. Oui, voilà. Bon, on a été un peu plus vite que prévu, du coup. Ouais, on a été très vite, là. On a été... On vous remercie de nous avoir écoutés. Mais au moins, c'est pour la dernière session de cette première journée. Ben, voilà. Juste.
qui a créé le portail. À ma connaissance, non. Après, c'est possible. Je pense que ça doit être possible. Il faudrait s'en renseigner. Mais moi, ma connaissance, non. Normalement, on doit d'abord créer le portail. On doit mettre les différents rapports et après, on le publie. On a mis un petit lien vers le blog MCNext où on montre complètement l'installation du portail SharePoint de A à Z avec l'installation des machines Windows, l'installation de SharePoint et les différentes instances nécessaires pour l'installation la partie qu'on a passée assez rapidement. Voilà, la partie d'administration au départ pour créer les machines. N'hésitez pas à noter la session. Merci.